Ah oui, non, 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 Bayrou, il va s'accrocher comme une moule à un rocher, hein. Ah non, non, François Bayrou, ça fait 35 ans qu'il attend d'être Premier ministre, hein. Le jour où ils auront plus à bouffer, je le dis, hein, on ne discutera pas avec eux. Eux, ils vont frapper de suite. Immédiatement, ils vont frapper. Ceux-là même qui aujourd'hui en ont rien à faire, ceux-là même qui aujourd'hui ne s'intéressent à rien, parce que pour le coup, je parle de la classe moyenne, hein, je parle des gens qui sont en train de se faire dépecer, hein, économiquement et financièrement. Eux, ils discuteront plus. Ils se foutent de la gueule de qui? Et les filles RN sont allées voter, hein. Une nouvelle fois, je n'ai pas de chapelle, moi. Aucune. Ils sont allés voter. On vous prend pour des gros jambons. Je sais pas, Bien mais à un sûr. moment donné, on vous prend pour des jambons. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Kate, comment ça va? Bien? Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, malgré l'actualité, ça va très bien. Ah bah oui, c'est sûr que oui, l'actualité est intense. Voilà. Alors, je rappelle rapidement que, du coup, tu lances le tutoiement. Je me sens un peu obligée de garder ce tutoiement. Je rappelle rapidement que tu es journaliste, tu es le fondateur également et rédacteur en chef de Putsch Média. Et puis, on te voit aussi, tu collabores avec Toxin. Alors, je voudrais juste rappeler que tu viens tout juste de rentrer du Québec, donc merci d'être avec nous. Et puis, il s'est passé une année entre la sortie de ta lettre aux autruches et aux tubes digestifs et finalement cette publication d'un pamphlet. Moi, j'ai voulu l'appeler le pamphlet. Je ne sais pas si tu m'autorises ou pas. Voilà, qui s'intitule La tempête qui vient. Est-ce que tu as constaté une évolution dans la prise de conscience des Français entre l'année dernière et cette année? Oui, clairement, je pense qu'il y a une prise de conscience, une évolution, effectivement, de la situation, hein, et de l'énervement général, de tout ça, du dépit, mais surtout de l'énervement. Manifestement, on le voit, de toute façon, tout ça tient à quelque chose d'assez simple, tient à l'effondrement économique. Surtout, ça c'est évident, c'est un des paramètres qu'il faut toujours prendre en compte par rapport à ça, parce qu'on le sait très bien. Si on prend les révoltes populaires depuis 3-4 siècles, ça a toujours commencé avec une crise de la faim, clairement, une crise économique, toujours une dette importante. Et ben aujourd'hui, il y a quand même pas mal de Français qui se rendent compte que la situation est absolument intenable. Et puis, comme ces margoulins, ces oseaux sont au-dessous de tout, et leur comportement est absolument inadmissible, odieux, par ce cirque permanent qu'ils nous font subir, et ben je pense que ces deux facteurs, les gens, ceux qui voulaient pas comprendre, hein, ce que je dénonçais, du moins ce que je pointais du doigt dans la lettre aux autruches digestifs, sont en train de comprendre qu'on les prend vraiment pour des gros jambons, comme on dit chez moi. Donc oui, je pense que la prise de conscience, elle est. Mais ils n'ont pas le choix en fait. Ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, c'est un luxe, même plus qu'un luxe, de se dire je continue à faire comme j'ai envie et ne prendre pas prendre en compte de pas avoir conscience que le pays s'effondre, parce que là aujourd'hui il est question de ça, il est question d'une survie, il est question d'un pays qui s'effondre, il est vraiment question d'un massacre, d'un saccage de ce qu'est notre pays, manifestement par une classe politique totalement déconnectée et qui est lancée dans une course à la gamelle absolument incroyable, quoi. Alors, je l'ai dit en introduction, tu rentres tout juste d'une tournée au Québec. J'aimerais faire un parallèle avec les Québécois. Comment tu les as trouvés? Dans quel état d'esprit ils sont? Est-ce que si on faisait une petite comparaison, alors j'aime pas comparer, mais si on faisait une petite comparaison entre l'esprit québécois et les Français, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors moi, je suis allé plusieurs fois au Québec parce que ça m'intéresse, l'identité québécoise, l'identité française, comment la langue française et comment la culture française survit là-bas face à la toute-puissance de la sous-culture américaine, hein, concrètement, et anglaise, parce que le Québec est une province qui est sous l'influence d'une histoire riche, tout de même, il faut quand même le savoir, hein. Les Français y étaient depuis un certain temps. On parle de Jacques Cartier, Samuel Champlain, mais on n'est pas là pour parler de tout ça, même si c'est passionnant. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller au Québec pour découvrir cette histoire. Ben, le Québécois, déjà, moi, c'est ce qu'on me dit sur place depuis un certain temps. Le Québécois est plus placide que le Français. Le Québécois, il est moins dans le débat, il est moins dans la controverse. Clairement, le Québécois, il est de bon ton de ne pas rentrer dans le débat politique, mais ça n'empêche pas que avec l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir au Canada, parce qu'on rappelle que c'est l'État fédéral et que le Québec est qu'une province, hein, du Canada, comme l'Alberta ou d'autres, eh ben il y a quand même une partie de la population qui se rend bien compte que ça ne va absolument plus du tout. La crise économique, comme on me le dit, est moins forte que chez nous, mais elle est là, la crise économique au Québec, il faut s'en rendre compte. Et il y a quand même une partie de la population aujourd'hui qui commence à ruer dans les brancards, bien entendu. Mais
ça va prendre plus de temps parce que le Québec n'a pas un ADN révolutionnaire comme c'est le cas chez nous. Là, je pense qu'il y a pas mal il y a beaucoup d'autruches au Québec. Concrètement, il y a beaucoup d'autruches. Et puis, comme je disais, il y a cette culture américaine qui fait que on est dans le compromis, on est dans la consommation aussi. Mais je dois te dire quand même que j'ai fait pas mal de conférences là-bas. Et je veux d'ailleurs saluer mes amis québécois que j'ai rencontrés sur place. Il y a des gens très énervés. Il y a des gens très énervés. Une nouvelle fois, c'est des gens de toutes sortes, des cadres, des ingénieurs, des expatriés aussi qui habitent à Montréal. Et voilà, donc on voit bien qu'à un moment donné, de toute façon, qu'on a une bande de tartempions qui dirige nos pays et qui manifestement détruit ce que nous sommes et ne nous laisse plus aucun avenir, ni économique, ni national, et ben ça pose un véritable problème. Il y a forcément mécaniquement des gens qui prennent conscience et qui qui ont un sens de l'humour, qui deviennent de plus en plus approximatifs, manifestement, même si c'est plus vrai en France qu'au Québec. Alors pour en revenir à la tempête qui vient, alors c'est un titre pour le moins très évocateur. C'est aussi un appel. Moi j'ai trouvé que c'était un appel au soulèvement là des citoyens, c'est-à-dire que là il va falloir agir. C'est un appel au soulèvement, à l'action. Mais on a tout de même l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement qui est initié, et ben finalement il est tout de suite tué dans l'œuf. En Oui, France, là, je parle en ouais. France. Alors, la tempête qui vient, c'est vrai que c'est plutôt, alors moi, je dis pas que c'est un appel, je dis simplement que c'est un livre, en fait, qui permet d'expliquer pourquoi et dans quel cadre la tempête peut venir. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup ce sujet-là parce qu'il me passionne. Je suis passionné par les révoltes populaires. Je suis passionné par la capacité des gens de passer d'autruche à citoyen. Donc, j'essaie d'expliquer dans ce court livre parce qu'il fait 50 pages. Il est très, très court, hein. Comment, à un moment donné, les choses peuvent se passer et comment les gens peuvent prendre conscience. Et au-delà de prendre conscience, c'est de se rendre compte qu'à un moment donné, ils vont plus en pouvoir. Et je continue à penser et je le déplore avant toute chose, que l'affrontement, lui, il va arriver, l'affrontement. On peut pas l'éviter. Il est inévitable. Et je continue de penser, par contre, que c'est à souhaiter pour personne. Voilà. Mais, au vu de la situation dans ce pays, l'affrontement est inévitable. On l'a eu pendant les Gilets jaunes. Alors oui, pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, on a vu les Gilets jaunes, on a vu les agriculteurs, on a vu la réforme des retraites. On a un pouvoir qui utilise aussi une partie de ses forces de l'ordre pour réprimer les manifestations populaires. Et ça, c'est terrible parce qu'on voit bien qu'il y a une divergence d'intérêts entre les intérêts de la caste et les intérêts du peuple, alors que la caste devrait être censée être une classe politique et qu'elle devrait notamment défendre les intérêts du peuple français. Donc, quand il y a cette divergence d'opinion et cette divergence d'intérêt aussi, eh ben ça donne des choses incroyables. Alors quand il y a une caste qui arrive à maintenir le pays à peu près à flot économiquement, eh ben ça tient. Mais à partir du moment où il y a une caste comme ça incompétente au dernier degré et qui manifestement ne se cache plus de ne plus respecter la démocratie, eh ben c'est bien entendu que ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire basculer dans l'opposition, pour pas dire autre chose, des Français chaque jour un peu plus, parce que la révolte populaire n'est que le fruit de la sédimentation, clairement. Donc, ce qu'on appelle les émotions populaires au Moyen-Âge, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ne rigoleront pas. Et je le dis souvent, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui regardent le 442 ou ceux qui regardent les autres médias, qui prennent du temps, qui lisent, mais ceux, par contre, qui ne s'intéressent à rien, ceux qui ne regardent pas les médias indépendants, ceux qui ne veulent pas s'informer, ceux qui mettent la tête dans le sable, le jour où ils auront plus à bouffer, je le dis, hein, on discutera pas avec eux. Eux, ils vont frapper de suite. Immédiatement, ils vont frapper. Ceux-là même qui aujourd'hui n'ont rien à faire, ceux-là même qui aujourd'hui ne s'intéressent à rien, ceux-là même qui essaieront de passer les fêtes de fin d'année comme ils le pourront, et ben le jour où vraiment ils vont se rendre compte qu'ils ont plus un copec au fond de la poche et que leur gamin sera sur le canapé et qu'ils auront faim, et ben ces gens-là, alors qu'ils sont cadres moyens, parce que pour le coup, je parle de la classe moyenne, hein, je parle des gens qui sont en train de se faire dépecer économiquement et financièrement, eux ils discuteront plus. Ces gens-là discuteront pas, c'est sûr et certain. Pourtant ils sont pas dans les radars ni de la résistance, ni des gens qui sont des opposants, ni des gens qui sont manifs, ni voilà. Et je pense que la caste au pouvoir aujourd'hui n'a pas conscience que cette partie de la population aura un sens de l'humour très approximatif et que ça pourrait très très mal se passer avec eux. Voilà. Mais comment tu expliques que, pour en revenir aux agriculteurs, on en avait déjà parlé quand je t'ai reçu en studio, donc il y a eu un gros mouvement qui a débuté en début d'année 2024, qui a finalement, on pensait que ça allait prendre. Sincèrement, moi j'y croyais, je pensais que le mouvement allait durer, et puis finalement, il a fallu des promesses et un peu d'argent, et hop, tout a été stoppé. Là, on a eu un nouveau mouvement que tu as couvert d'ailleurs. Tu étais dans les manifestations.
Mmh. Bah, on attendait que le mouvement remonte et puis finalement il est resté juste dans le sud. Donc quand je te disais qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement qui part, qui est créé, qui se forme et hop, il est vite tué dans l'œuf. Comment on peut expliquer ça? Parce qu'il y a une véritable partie de la population qui a envie de bouger, qui a envie de faire changer les choses et qui est aussi, cette partie de la population est véritablement déterminée. Mais finalement, ça ne va Ouais. jamais plus loin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les agriculteurs, ça a été en janvier 2024. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, mais là, ça a été étouffé pour bien des raisons, mais c'est surtout des syndicats. Il y a surtout des syndicats comme la FNSEA Mmh. qui sont là finalement pour juguler la colère. Donc, on fait des actions, on fait des ci, on fait des mi, mais on sait très bien qu'à un moment donné, on ne dépassera pas un certain niveau parce que les caciques à la tête des syndicats discuteront avec l'État et arriveront à dealer avec l'État, ce qu'on appelle la cogestion, pour essayer que tout ça ne déborde pas concrètement. Mais ça, c'est reculer pour mieux sauter parce que effectivement, il y a eu une autre vague aujourd'hui avec notamment la FNSEA aussi, la coordination rurale, les agriculteurs de terrain. Mais même si ça explose pas aujourd'hui, ça explosera demain ou après-demain parce que ces gens, je le disais en début d'émission, ces gens sont en totale divergence de nos intérêts. C'est-à-dire que notamment sur le Mercosur et sur les agriculteurs, Mmh. il y a une caste politique au pouvoir, notamment européenne et mondialiste, qui veut se liquider, se faire les agriculteurs, les liquider. Le projet, c'est de liquider les agriculteurs. Donc, la FNSEA et d'autres peuvent essayer de juguler ce qu'ils peuvent, tant qu'ils le peuvent. Mais le jour où ça va partir en vrille, ça partira en vrille. Et on voit bien que les agriculteurs, ça monte en régime. Alors là, on en parle moins. Parce qu'effectivement, il y a toute cette histoire de Premier ministre, de gouvernement, de crise, de dette. Donc, on en parle moins. Mais ils sont toujours actifs. Et c'est en fond. Dire la braise couve. La braise couve, c'est évident. C'est évident. Alors, parce qu'il faut pas aussi... Ce qui est parfois gênant, c'est qu'à un moment donné, on ne regarde aussi les révoltes populaires que par les médias. Dire quand les médias en parlent pas, eh ben, finalement, ça voudrait dire qu'il n'existe rien, que rien ne se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le nombre de licenciements aujourd'hui qui sont faits à droite à gauche, je parle de Michelin ou d'autres, il y a des licenciements aujourd'hui partout, il y a des plans de Tous les licenciements jours. tous les jours qui sont Mmh. activés, il y a des gens qui tiennent les usines, il y a des gens qui sont à la ramasse, qui sont en train de perdre leur boulot. Les agriculteurs, c'est pareil, il y a des actions tous les jours. Les agriculteurs, il y a des actions tous les jours. Mais à un moment donné où c'est pas filmé, on se dit, il y a plus rien qui se passe. Donc il faut aussi, c'est compliqué, je sais, mais il faut aussi, Nuancé. Mmh. voilà, il faut quand même se rendre compte qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on voit pas à la télé qu'il se passe rien. Et le jour où ils devront en parler, c'est que vraiment ça va avoir atteint des sommets et des extrémités qui seront véritablement redoutables. Mais on y va tout droit, la tempête qui vient. Enfin, on peut pas s'en sortir de tout ça. Quand on voit ces zozos de l'opposition politique qui font le pied de grue devant l'Élysée ou devant Matignon pour récupérer un poste, et la seule chose qui les intéresse, c'est le diamètre et la profondeur de la gamelle pour leur verser la soupe de la République payée par nos impôts, manifestement, tu te rends bien compte que ces gens, j'espère qu'ils en profitent bien. J'espère qu'ils en profitent bien parce que ils sont en train de nous montrer un spectacle désastreux, mais en fait, ce spectacle désastreux n'est que la meilleure expression de la putréfaction de notre vie politique. Et quand tu n'as plus d'incarnation politique, quand tes syndicats ne te représentent plus, qu'ils défendent pas le droit des travailleurs sur que ce soit les agriculteurs ou que ce soit tout corps de métier confondu, à un moment donné, ça ne peut que mal finir parce que quand les corps intermédiaires trahissent, eh ben généralement ça se finit dans la rue, ça se finit très mal et surtout quand la crise économique est là. Voilà. Alors je sais que c'est le temps long, c'est compliqué, c'est se dire oui les jeunes ça n'a pas marché, les agriculteurs ça n'a pas marché. Moi je l'ai entendu plein de fois aussi en me disant les agriculteurs, je pensais que les gens allaient suivre derrière, je pensais qu'il y aurait quelque chose qui se passerait, je pensais que là ça serait la mèche qui permettrait de remettre notre pays dans le droit chemin et se débarrasser aussi de ces gens parce qu'à un moment donné il va falloir réfléchir aussi à se débarrasser de ces gens, véritablement, des gens qui ne sont absolument pas là pour nos intérêts, ces gens qui sont absolument pas là pour conserver, pour remettre le pays d'aplomb. Et oui, et puis ça ne pourra que mal se passer. Mais une nouvelle fois, j'insiste vraiment. Franchement, c'est pas souhaitable. Parce que moi, qui m'intéresse beaucoup aux révolutions, aux jacqueries et aux autres insurrections dans l'histoire, franchement, après, c'est le début de n'importe quoi. C'est toujours pareil, c'est compliqué. Mais la question qui doit se poser, la question qu'on leur pose à eux là, ces gens qui sont en haut, c'est en fait quelle alternative vous donnez aux Français? Quelle solution vous leur donnez? Vous pensez pas qu'à un moment donné, vous les poussez dans leur dernier retranchement, vous les appauvrissez et comment pensez-vous que ça va finir? Est-ce que vous pensez que ça va bien finir cette histoire? Donc, je pense qu'il y a manifestement une caste politique et médiatique également, qui tente de juguler comme elle le peut
la situation, mais elle ne le pourra pas bien longtemps parce que tout ça va s'effondrer très vite et que ça devrait être assez explosif. Mais assurément, c'est sûr. Après, sur le temps est long. À titre individuel, le temps est toujours long. Le temps de l'histoire est toujours long. Regarde, les Gilets jaunes, c'était 2018. Hein. On est déjà en 2025. On est à deux doigts d'être en 2025. Est-ce que tu penses justement que la destitution d'Emmanuel Macron aurait pu être une solution, parce que tu en parles dans ton petit livre et tu dis que ça aurait été tellement simple, en fait, ça aurait été tellement facile si les parlementaires avaient activé l'article 68. Est-ce que tu penses vraiment, voilà, qu'on aurait pu gagner quelque chose à destituer le président? Ah ben déjà la destitution, ça aurait été une grosse paire de claques pédagogique, manifestement, parce que en termes de symbole, destituer le président de la République, déjà je pense que ça aurait été très intéressant pour la bonne et simple raison que ça aurait montré aux autres que on pouvait aller jusqu'à la destitution. Mais déjà, oui, parce que la destitution, il faut quand même le rappeler, la destitution est passée par une séance à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et que notamment Marine Le Pen s'est abstenue ou d'autres. Donc finalement, ça a pas dépassé le stade de la séance de la conférence des présidents. Donc on voit bien que l'opposition politique ne veut pas destituer Emmanuel Macron. On voit bien que l'opposition politique ne veut pas saisir l'article 68. On voit bien que l'opposition politique est trop bien assise sur ses petites banquettes rouges et qu'elle a son petit cul posé à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça aussi la grande trahison de la classe politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'opposition politique, c'est un cirque. C'est un véritable cirque. Ces gens, il faut quand même voir que quand on est député, on est quand même dans un fromage. Hein. On est quand même dans un fromage. Il faut quand même que le téléspectateur aille voir ce que gagne un député. Hein. Vraiment. Et ce qu'ils ont. Je l'avais déjà rappelé. J'avais déjà rappelé à l'époque, il y a 2 ans, avec quand j'ai reçu Yves Pozzo-di-Borgo, j'avais rappelé les salaires et les frais qui sont remboursés chaque mois. Et là, ça a été augmenté. Hein. Depuis 2 ans, ça a été augmenté. Hein. Je crois qu'on est à 5 000, c'est pas 5 000 euros pour un député. C'est dans ces eaux-là. Il y a toute une série de choses. Il y a pour un sénateur. Ouais. Ah oui. Il y a des forfaits, par exemple, nuit, qui étaient de 150 euros, qui sont passés à 200 euros. Ces gens se sont augmentés un forfait nuit quotidien, de 150 en 200 euros, parce qu'ils estimaient qu'à 150 euros à Paris, on pouvait pas se prendre le petit déjeuner dans des hôtels. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter. Mais cette idée, finalement, de faire les fanfarons, là, de faire les tartarins à la télévision pour nous expliquer qu'ils sont vraiment dans l'opposition et que la LFI c'est des horribles individus et contrairement d'ailleurs que le RN ce sont des horribles fascistes ou que Tondelier ou que machin. En fait, je n'ai aucune chapelle ici. Ici, il n'est pas question que je fasse le procès d'aucun groupe politique. Moi, je suis en train de me rendre compte, je le dis un peu, pas me rendre compte, c'est un petit moment que je me rends compte, mais je veux simplement dire là que l'opposition politique, elle a des calculs. Ces gens n'ont qu'une idée en tête, c'est 2027, la présidentielle. Je pense que ce pays n'arrivera pas en 2027. Je l'ai déjà dit plein de fois. Il va falloir à un moment donné réfléchir un peu, se mettre un peu du plomb dans la cervelle. Ces gens pensent à garder leur poste. Ces gens pensent à garder leur poste surtout parce que ils sont terrifiés par l'idée d'une dissolution en juillet 2025, aux alentours du 10 juillet, puisque il faut attendre un an, mais ça aussi, il y a pas mal de choses. C'est pas aussi simple que ça, l'histoire de la nouvelle législative anticipée, parce qu'on pourrait très bien les anticiper bien avant que ça. Mais bon, ça, c'est les médias qui disent ça pour éviter que ça bouge pendant un an. Comme ça permet de figer l'histoire. Mais la réalité, c'est que l'opposition politique, je prends toujours un exemple, pourquoi vous allez siéger, en fait? Pourquoi vous allez siéger quand Macron reçoit Zelensky et négocie avec lui un accord de bisécurité qui nous coûte un pognon de dingue, j'étais 3 milliards, je crois, et Macron vous envoie un petit hocher en vous disant, bah, allez les loulous, allez voter à l'Assemblée là, allez voter. De toute façon, quoi qu'il en sorte, j'en ai rien à faire, parce que même si vous votez non, je continuerai à le faire, c'est juste consultatif. Moi, à ce moment-là, son vote à l'Assemblée, j'y vais pas. Voilà. Comment on explique que quand Yael Braun-Pivet a été réélu président de l'Assemblée nationale et que les ministres démissionnaires ont posé leur cul, ils ont quitté leur casquette de ministre, ils ont posé leur cul, leur casquette de député, ils sont allés voter pour Yael Braun-Pivet, l'opposition politique leur a dit, nous on ne participe pas à cette mascarade, il faut bloquer l'Assemblée nationale. On bloque l'Assemblée nationale. Il y a plein d'exemples où l'opposition politique, s'il avait véritablement été une opposition, de droite et de gauche. Alors là, de droite et de gauche, moi je m'en fous, j'ai pas de problème avec ça. De droite et de gauche, il fallait bloquer l'Assemblée nationale, il fallait refuser de participer à cette mascarade, il fallait à un moment donné faire une conférence de presse, se foutre à table pendant 1 heure de la LFI au RN, se mettre comme ça à la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale et faire une conférence de presse devant tous les médias en disant c'est une mascarade, nous ne participerons pas à ça et nous n'irons pas ni voter pour la présidence nationale, nous n'irons pas voter pour l'accord de sécurité pour aider l'Ukraine.
ou pour le Mercosur, mais ces gens sont allés voter pour le Mercosur. Mais de qui se moquent-ils? De qui se moquent-ils? Macron leur a dit, allez, vu qu'il y a les agriculteurs et tout, on va essayer de faire baisser la pression, donc on va faire un vote à l'Assemblée contre pour le Mercosur. Mais ils se foutent de la gueule de qui, ces gens, franchement? Ils se foutent de la gueule de qui? Et les filles et RN sont allés voter, hein. Une nouvelle fois, je n'ai pas de chapelle, moi. Aucune. Ils sont allés voter. On vous prend pour des gros jambons. Je sais pas, à un moment donné, on vous prend pour des jambons. Et après, vous êtes sur Twitter, victoire, nous avons voté contre le Mercosur. Ça a donné quoi, le Mercosur? Le Mercosur, c'est la compétence exclusive de l'Union européenne. Ils vous le mettront quoi qu'il en soit. Et Ursula von der Leyen vous crache. Puis la France n'a même pas le droit de veto. Mais non, donc, non. Et de toute façon, tu sais, l'Union européenne est faite de telle sorte que il n'y a rien à décider. On me dit oui, il faut que ça passe au Conseil européen, puis il faut que ça passe au Parlement européen. Oui, enfin bon, il y a toute une série à un moment donné d'arguties juridiques qui permettra que ça passe quoi qu'il en soit. Ils couperont l'accord en deux, et ça passera quoi qu'il en soit. La réalité, c'est qu'à ce jour-là, quand j'ai vu certains en plus, pour le coup, certains députés du RN qui nous disaient victoire, nous allons pouvoir voter contre le Mercosur. Enfin, c'est se foutre de la gueule du monde parce qu'en plus ces gens ils le savent très bien que ça sert à rien. Donc c'est des fanfarons. Ils auraient mieux fait d'aller à la piscine à ce moment-là. Ils auraient mieux fait d'aller boire l'apéro à ce moment-là plutôt que d'aller se compromettre à voter un truc où on leur a jeté une miette de pain. Enfin, à un moment donné. Ça va vous coûter cher politiquement ces histoires de prendre les Français pour des gros bœufs. Ça va vraiment vous coûter cher. Donc moi je suis ulcéré par ça parce que Macron fait ce qu'il a envie. D'adhésion, tu en as parlé, mais en fait ces gens-là font bien ce qu'ils ont envie parce qu'il n'y a plus d'opposition politique. À un moment donné, il y aurait des députés ou des représentants de l'État qui auraient un peu de conviction et un peu de vigueur et qui auraient décidé à un moment donné de bloquer institutionnellement l'Assemblée nationale, et ça aurait pu être fait à plusieurs reprises, eh ben, je peux t'assurer que le père Macron, il aurait arrêté de la ramener et que les multiples gouvernements de zozo que nous devons subir, il l'aurait pas ramené non plus. Mais tu comprends, c'est trop simple. Ces gens, enfin, on en a parlé, ils sont très bien payés. D'ailleurs, j'avais fait un article pendant les Gilets jaunes sur ce que gagnent vraiment les députés. Ça m'avait coûté pas mal d'insultes de la part des médias mainstream, de certains médias mainstream. Oui, vous êtes un populiste. Non, en fait, je ne fais que dire que ce que gagnent ces gens, c'est tout. Si on peut pas dire ce que gagnent les députés, eh bien, on s'arrête là. Et finalement, on se rend compte que ces gens, ils vivent dans un monde, ils sont bien payés, ils ont des avantages, et puis ils sont à la télévision. Ils vont à la télévision de 6 heures du matin jusqu'à minuit pour nous dire que c'est nanana. Donc c'est du cirque. Ils sont frappés du syndrome de maman, regarde, je suis à la télévision. C'est exactement ça, quoi. Et c'est terrible. Et puis en plus de ça, comme je vais finir là-dessus, mais en plus, ils sont pas du tout indépendants, les députés, parce qu'en fait, un député qui commencerait à aller voter la censure, par exemple, de je ne sais quel Premier ministre, en dépit de la consigne de son groupe parlementaire ou de son groupe politique, il serait pas réinvesti la fois d'après en tant que député. Donc il y a ça aussi à un moment donné. Les députés doivent les porter. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais quand on est député, on n'est pas député, on n'a pas été élu par son parti. On a été élu par les Français, on est mandataire, on a le mandat de ces électeurs et des Français. Et donc ça aussi, c'est une espèce de tambouille politique dans laquelle personne ne veut prendre de risques et surtout tout le monde veut rester bien assis sur son siège et récupérer, bien sûr, ses indemnités, ses chauffeurs, ses voyages en première classe Air France, sur SNCF, les voitures, les hôtels, ces privilèges, tous ces privilèges. Et payer sa permanence. J'ai vu un député récemment qui était content alors que sur Twitter, je cacherai son nom, mais vous le trouverez assez facilement, qui nous a fait une vidéo formidable parce qu'il venait d'inaugurer sa permanence en décembre, il y a quelques jours. Ben, je trouve ça ridicule. Faire tout un laïus sur son compte Twitter pour nous montrer sa permanence et nous montrer ce que la vitrine avait sa tête dessus et tatati et dire que c'est un moment historique et machin. Mais c'est un scandale. Ces gens n'ont pas d'honneur. Le pays est en train de s'effondrer et il y en a qui inaugurent leur permanence en faisant des vidéos sur Twitter. Non, mais sans déconner. Mais à un moment donné, non, c'est pas possible. Donc voilà. Dans la tempête qui vient, c'est à force de mettre ces petits cailloux les uns après les autres que la tempête, elle ne peut que venir. Elle ne peut qu'advenir. C'est pas possible autrement. Voilà. C'est ce que j'explique dans ce livre. Et c'est ce que j'ai écouté Natacha Polony aussi cette semaine, et c'est ce qu'elle dit aussi, c'est le discours qu'elle a en tout cas. J'aimerais quand même insister sur un point parce que quoi qu'on en dise d'Emmanuel Macron, il a tout de même eu le mérite d'avoir cassé toute opposition politique, vraiment. Et aujourd'hui, il y a des petits mouvements qui sont en train de naître. Et je voulais avoir un peu ton avis sur ça. On a par exemple le mouvement de Philippe Murer avec, je crois, Olivier Piacentini et Laurent Henninger qui ont lancé le mouvement politique citoyen. Il y a aussi Thierry Casasnovas qui lance son mouvement là vivant. Qu'est-ce que tu penses de ces petits mouvements qui sont en train d'être créés?
toujours très intéressant. C'est la preuve qu'effectivement, il y a une émulation démocratique dans ce pays. Il y a des gens, je connais bien Philippe Murer, je le salue d'ailleurs. Je sais que Philippe a lancé ce mouvement-là. Je sais qu'il est il est très engagé là-dedans et qu'il a envie aussi de faire quelque chose pour le pays. C'est vrai. Moi, je pense que c'est la meilleure preuve qu'il y a beaucoup d'émulation dans ce pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un verrou total des institutions sur la capacité de pouvoir faire quelque chose, parce que la réalité de l'histoire, c'est qu'il faut arriver à une masse critique aussi de gens, ne serait-ce que pour se présenter, ou ne serait-ce que pour avoir des députés, ou pour prétendre quelle que soit l'élection. Il faut pouvoir avoir de l'argent, il faut avoir du budget, il faut pouvoir avoir des candidats, il faut pouvoir présenter des gens, il faut aussi avoir une équipe autour de soi. Donc, c'est toujours pareil aussi. Le monde politique a verrouillé tout ça. Donc, les grands partis ont cornaqué. Ils ont des subsides, des subventions d'État et des paiements publics, notamment lorsqu'ils sont élus, tu sais, chaque député français ou député européen. Mais après, ils ont tout étouffé, parce que sans moyens, aujourd'hui, concrètement, pour monter un parti politique, il faut quand même beaucoup d'argent pour monter un parti politique. Et ça pose un problème, d'ailleurs, hein, pour le coup, ça pose un problème. Et puis aussi, il faut qu'il y ait des gens qui soient en capacité d'écouter, des gens qui soient en capacité de t'écouter et de te suivre électoralement, ou même donc c'est compliqué. On arrive dans une situation absolument apocalyptique politiquement. Que ces mouvements existent, c'est extrêmement bien. C'est bien. Je le disais, ça permet de se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent. Mais après, le système est fait de telle sorte que pour émerger là-dessus et pour pouvoir à un moment donné peser électoralement, ne serait-ce qu'arriver à 1%, ça demande énormément de choses. On a vu tous les partis souverainistes, hein, que ce soit Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan. C'est des partis qui ont quand même pas mal d'adhérents, mais qui aujourd'hui n'arrivent pas à décoller. Bon, il y a des divisions, on en parle en permanence, mais c'est compliqué de décoller. Hein. Alors déjà, les médias en parlent pas du tout. Et puis malheureusement aussi, c'est qu'on a quand même en France une culture politique de gens, moi j'en connais plein, qui vont voter RN parce qu'ils vont voter utile. Ils se disent que le RN, c'est la dernière chance pour sauver ce pays, donc ils voteront Jordan Bardella, tu sais, le cheap and death de la frite nationale en 3 couleurs, avec Marine Le Pen, la tenancière d'un barrage à Dunkerque. Voilà, donc ces gens iront voter, voilà, parce qu'il y a un côté de vote utile, ou alors la LFI, hein, c'est pas mieux de leur côté aussi. Hein, je veux dire, moi, j'ai pas de chapelle par rapport à ça, je suis incarté nulle part, j'ai aucun parti, donc ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, ils me le rendent de bien souvent, mais c'est la nature même de mon indépendance. Mais par rapport à ça, oui, c'est compliqué aujourd'hui d'émerger sur la scène politique. Avec quel financement? Avec quels électeurs? Avec quels adhérents? Avec quelle structure? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 100, 200, 300, 400 personnes qui sont prêtes, à suivre le mouvement, à devenir référents, à aider, à faire des conférences, à faire des réunions politiques? Voilà, c'est pareil. La marche est très haute aujourd'hui pour se lancer en politique. Je sais que mon ami Alexis Poulain aussi vient de lancer l'Alliance Populaire. Il y a Juan Branco de l'autre côté aussi qui veut se présenter. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. Et tous ces gens que je connais, en plus, du moins Alexis et Philippe Murin, ils sont pleins de bonne volonté. C'est vraiment des gens qui y croient. Et c'est bien parce que ça permet de se dire, il y a quand même des gens dans ce pays qui sont capables de se mettre en avant, de s'exposer, de lancer des trucs. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation politique est tellement explosive que c'est très compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que financièrement et économiquement, de lancer quelque chose. Et puis aussi, est-ce que les gens sont prêts véritablement à souscrire à des partis politiques? On voit bien que la défiance est terrible. Alors, mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'aujourd'hui on leur laisse le choix, puisqu'il n'y a plus d'opposition politique, il y a peut-être des partis sur le papier, mais qui n'existent pas véritablement dans l'action en tout cas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on a le choix? Si la tempête arrive, ça va passer par là aussi. De toute façon, ça passera toujours par là. Ça passera toujours par un renouveau politique de groupes préétablis ou de partis politiques, du mouvement citoyen, parce qu'aujourd'hui c'est quand même des mouvements citoyens. Ça passera toujours par là. Mais par exemple, un exemple, si Macron démissionne, s'il est poussé, parce qu'à un moment donné, Macron, il va être poussé à la démission. Il veut pas partir, mais bon, le forcené barricade à l'Élysée, ça va durer un instant, ça. À un moment donné, il y a des gens qui vont le foutre dehors, hein, ça c'est sûr et certain, que ça soit les puissances financières, ou on voit d'ailleurs Le Monde depuis 2-3 jours. Mais alors moi j'ai une réflexion. C'est vrai que beaucoup disent que il tiendra pas jusqu'à 2027. Ce matin encore, je crois que j'ai vu Juan Branco tweeter ça, qui tiendra pas jusqu'à 2027. Moi, je suis assez sceptique parce que quand je le vois agir, il est en totale roue libre, et depuis le début, en fait, encore plus depuis le début du second mandat. On l'a vu encore là récemment à Mayotte. Sa phrase là qui a été reprise
par tout le monde. Alors, j'ai noté, vous êtes content d'être en France parce que si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Ouais. À quel moment un président agit comme ça? Sans compter toutes les fois, enfin, voilà, les élections législatives, et puis il tient pas compte des votes, du vote des citoyens. Enfin, il fait ce qu'il veut. Il y a eu la motion de censure contre le gouvernement Barnier. Lui, il était en Arabie Saoudite. Enfin, on pourrait faire une liste très longue de toutes ces actions ubuesques, et il ne tient compte de rien. Ouais, mais Ni de personne. Mais t'as vu dans quel état est le pays? Ceci explique cela aussi. T'as vu dans quel état le pays est en train de s'effondrer, mais tu as raison de noter le comportement de Macron à Mayotte. Il est en roue libre. Puis maintenant, il est dans un état de, je vais pas dire de démence, mais il a des phrases qu'effectivement, comme président de la République devrait jamais dire. C'est pas la première fois qu'il le fait. Mais là, on le sent perdre ses nerfs. En fait, ce qui est intéressant à Mayotte, c'est qu'il perd ses nerfs. Il est en train de perdre ses nerfs littéralement. Il a perdu ses nerfs, notamment avec aussi, dans un autre thème, mais avec Bayrou, parce que Bayrou s'est imposé à lui. Là. C'est la première fois que Macron, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est la première fois que Macron est obligé de faire quelque chose, parce que Bayrou s'est imposé à lui, parce que Macron voulait pas nommer Bayrou comme Premier ministre. Et il l'a fait parce que l'autre l'a menacé de lui faire péter sa majorité et de l'envoyer dans le mur parce que sa démission est derrière. Mais la réalité, c'est que Emmanuel Macron, il a été fait par les puissances d'argent, il a été fait par les médias, il sera défait par les puissances d'argent, il sera défait par les médias. Et il faut pas se leurrer, c'est pas un De Gaulle, le mec. Enfin, Macron n'est pas un De Gaulle. Et Macron se fera sortir du bois, comme il s'est fait mettre d'ailleurs à l'Élysée. C'est très simple. Quand il y a des gens comme Alain Minc, qui lui savonnent la planche, ou d'autres, hein, Jean-François Copé et tout, même si ça c'est pas les puissances d'argent, mais c'est des hommes politiques qui étaient plutôt de son bord, tu commences à lui savonner la planche. Maintenant, Le Monde, depuis 3 jours, sort des trucs. Oui. Non, ça, mais alors ça, effectivement, faut pas se leurrer, mais c'est intéressant parce que c'est probablement. Est-ce que c'est pas une stratégie? Bon, c'est des choses que nous on savait depuis longtemps, mais est-ce que c'est pas une stratégie, voilà? Non, je pense qu'en fait, ça doit être le camp d'en face, ou pas le camp d'en face, mais le camp d'en face dans son propre camp, l'équipe d'Attal ou d'autres qui balancent des infos de manière à défoncer. Mais ce que aurait probablement pas sorti Le Monde il y a encore quelques mois, ils le sortent maintenant. Ça veut dire qu'on voit bien que quand Le Monde tire sur Macron ou d'autres médias, ça veut dire que le gars commence à être sacrément, il a un genou à terre. Parce que c'est ça. Ces anecdotes, ils les ont déjà. C'est comprendre pourquoi ils les sortent maintenant. C'est ça qui est intéressant dans la presse. Ces anecdotes, ils les ont. Faut pas croire que les journalistes, ils sont pas informés tous les jours de ce qui se passe. Et puis avec Macron. Nous déjà, on le savait. Il y a un moment qu'on était au courant de tout ça. Voilà. Donc. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de savoir pourquoi Le Monde le sort maintenant. Parce que Macron, tout le monde lui tire dessus maintenant. Tout le monde lui tire dessus. Et on sait très bien que c'est un président déchu. Il a plus longtemps à faire à l'Élysée, c'est évident. Enfin, il va être plus tenable. Et c'est pas une histoire qui va dire oui, j'ai écouté les Français, je vais partir. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est les puissances d'argent qui vont le dégager. À un moment donné, ils diront maintenant tu te casses. T'as pas le choix, tu te barres. C'est comme ça, parce qu'à un moment donné, nous, c'est plus possible d'avoir un mec comme ça à la tête de l'État. Nos intérêts sont pas sauvegardés. Alors c'est pas les mêmes intérêts que les nôtres, on est d'accord. Mais je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il va être obligé de partir. Et là, on le voit. À Mayotte, il perd ses nerfs. Parce plus qu'il est en roue libre, il perd ses nerfs. Il a des comportements qui font qu'à un moment donné, il perd ses nerfs. Il est en train de perdre pied, Macron. C'est évident, on le voit. Maintenant, combien de temps ça va durer, je sais pas. Mais d'ailleurs, je vais en revenir tout à l'heure à la question que tu posais sur les mouvements politiques. Si Macron démissionne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'entre 20 et 35 jours, il y aura une élection présidentielle anticipée. Est-ce que tu penses qu'il y a pas mal de partis qui seront en capacité de récupérer les 500 signatures et 5 millions ou 10 millions d'euros? Parce que c'est ça la réalité de l'histoire. C'est qu'à un moment donné, vous pensez que ça va donner quoi? Vous pensez qu'à un moment donné, une présidentielle avec les zozos que nous avons aujourd'hui au pouvoir, qui se succèdent sur tous les plateaux télé et tous les partis que nous connaissons, tous les figures de proue politiques que nous devons subir depuis des années, je suis pas convaincu que une présidentielle anticipée, si on garde les mêmes, ça va faire vraiment quelque chose. Mais le problème, c'est que ça laisse une fenêtre de tir peu importante pour des partis qui voudraient à un moment donné rentrer dans le jeu politique et proposer une alternative. C'est toujours pareil, parce que l'oligarchie, qu'elle soit de droite ou de gauche, parce que c'est une oligarchie, hein, moi, à un moment donné, il faut arrêter de me raconter les bêtises. Cette fausse opposition politique, c'est une oligarchie qui tient sur les ordres de la République et qui est perfusée à l'argent public. Elle va pas laisser monter comme ça des formations politiques et des mouvements pour essayer d'être concurrencés. Et on l'a vu. Moi, j'ai vu cette image terrible. Franchement, cette image est terrible qu'on a vu hier Bayrou avec toute l'opposition politique autour de lui à Matignon avec tous les partis. Mais cette image est terrible. Ils vont tous à la gamelle. Je l'ai dit sur Twitter, c'est une image très rare d'une course à la gamelle. Ils sont tous là comme ça, contents d'être là, parce qu'ils sont contents d'être là, ces gens. Hein. Ils sont contents d'être là. Il y avait Marine Tondelier qui avait un sourire là. Il y avait Édouard Philippe, puis machin, mais d'autres et tous les autres, ils étaient contents d'être à Matignon avec leur petit nom devant leur siège, avec leur petite bouteille d'eau, leur petit calepin,
pour discuter je ne sais quoi avec Bayrou, parce que je vois pas de quoi on discute avec Bayrou. Ça fait 5 ans qu'il est au commissaire au plan. On n'a pas eu le début d'un plan. Manifestement, si, ils en ont fait une vingtaine. Enfin, on les a jamais vus, les plans. Et je vois pas à quel moment tu vas discuter avec François Bayrou, quoi. Manifestement, autant aller au troquet du coin. Hein. Je pense que les idées politiques seraient quand même beaucoup plus intéressantes. Mais ces gens, en fait, tout ça pour dire qu'ils sont heureux d'être là. Ils sont heureux de participer à la mascarade politique. Et ça, c'est terminé. Et une nouvelle fois, à droite et gauche réunis, droite et gauche confondues, c'est même si certains, comme la LFI ou le RN, n'y vont pas, mais tout ça est un cirque, en fait. Tout ça est un cirque parce que moi, j'y vais pas. C'est un véritable cirque et je pense que ça, une nouvelle fois, hein, c'est malheureusement le dernier stade de la putréfaction de notre vie politique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière et derrière, pour l'instant, la réponse, on n'a pas des masses. Voilà. Ouais, et il faut pas oublier que tout ce petit monde qui devant la caméra se tire dans les pattes une fois en coulisses. Voilà, ça il faut. Moi, j'aimerais le souligner. Bah alors, je le sais, le sais, hein, que tout ce petit monde va déjeuner ensemble. Voilà. Donc tout ceci effectivement est une grande mascarade aux yeux des Français. Est-ce que tu penses que Bayrou est arrivé pour un peu précipiter la chute d'Emmanuel Macron? Ou dans sa tête, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'être Premier ministre, d'essayer de rester le plus longtemps possible. Ah oui, non, Bayrou, il va s'accrocher comme une moule à un rocher. Hein. Ah non, François Bayrou, ça fait 35 ans qu'il attend d'être Premier ministre. Hein. Il a tout fait. D'ailleurs, par contre, il sait que ça va pas durer longtemps parce qu'il continue à aller au conseil municipal de Pau. Donc, tu noteras rapidement que le bonhomme, il sent qu'il va pas rester trop longtemps à Matignon. Donc, ça sera bien qu'à un moment donné, il revienne à Pau parce qu'en plus, il est président de la communauté des communes de Pau, Béarn, Pyrénées. Enfin, voilà, parce qu'il cumule lui aussi. Hein. Lui, il a toujours vécu de la politique, Bayrou. Hein. Et comme on dit chez moi, il a jamais levé un kéron. Mais c'est pas grave. Par contre, il cumule. Non, Bayrou, il est là parce qu'il a fait du pressing à Emmanuel Macron en lui disant si tu me nommes pas, de toute façon, je te fais péter ta majorité avec ces 30 pauvres députés là au MoDem. Et donc, pour lui, c'est l'accomplissement de sa vie politique, Bayrou. Bon, il est nul, hein. Ah, ça, il est nul, hein. Ça, il est vraiment nul. Mais lui, il est content parce que toute sa vie, on l'appellera, parce que toute sa vie, il a 73 ans quand même, donc le reste de sa vie, on l'appellera toujours le Premier ministre. Donc, je pense que ça va plus loin que ça. Bayrou, c'est pour lui, c'est la consécration ultime de sa vie politique d'être Premier ministre. Voilà. Il est nul, mais c'est pas grave, il est là. Il est à Matignon et il a tous les avantages de la fonction de Matignon parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner aujourd'hui, hein. C'est ça, je crois que ça va pas plus loin que ça avec Bayrou. Véritablement, ça va pas plus loin que ça. Autant Barnier, Macron l'avait nommé justement en tant qu'ex-commissaire européen à 2 reprises, faut quand même le noter, pour finaliser le massacre et le bien social de ce pays. Mais Bayrou s'est imposé à Macron et puis il est juste content. Il est content d'être là, Bayrou. François est content d'être là. Il a été haut commissaire au plan. Faut savoir que ça a été créé pour lui quand même, le haut commissariat au plan, hein. Et maintenant il est Premier ministre. Voilà, donc le gars, il finit en roue libre. Alors, il est ridicule. À mon avis, il est en train de saccager tout son arbre généalogique, hein, sur 8 générations. Mais c'est pas grave. Enfin, on connaissait Bayrou avant, pour ceux qui suivent la politique. Et le Bayrou d'aujourd'hui, il nous étonne pas du Bayrou d'avant. C'est François Bayrou, quoi. Voilà. Alors, tu termines la tempête qui vient en disant que finalement, on devra choisir entre l'oligarchie ou la France. Ah oui, oui, clairement. Si on laisse ces gens gouverner comme ils le font. Mais comment faire alors? Est-ce que tu as des conseils à donner? Voilà, comment faire? Ah ben là, de toute façon, oui. Alors c'est sûr que par rapport à ça, oui, il y a deux alternatives. C'est l'oligarchie qui continue à nous détruire, soit c'est récupérer le pays et pouvoir à un moment donné vivre simplement dignement et pouvoir vivre sereinement dans ce beau pays qui devrait continuer à perdurer. Et ce qu'il faut faire toujours pareil, c'est que ce que je le dis pour les autruches digestifs, c'est qu'à un moment donné, ça ne peut se passer qu'à partir du moment où il y aura des citoyens, des gens qui vont se prendre en main, des gens qui vont se mobiliser, des gens qui vont dans les associations, des gens qui vont peut-être aussi se lancer en politique comme c'est le cas dans de nouveaux partis, de nouveaux mouvements. Mais je pense que tout passe par le fait que les Français doivent rapidement devenir des citoyens, mais avec une masse critique, une véritable masse critique, parce que on a bien vu que les syndicats c'était voué à l'échec, hein, quel que soit, on en a parlé tout à l'heure, hein, quels que soient les syndicats qui sont là juste pour juguler la colère et la violence, et la classe politique manifestement elle n'est pas là pour sauver nos intérêts. Donc ça passe par un mouvement citoyen de première importance avec des gens qui se rendent compte et qui
pourront, à un moment donné, aussi être suffisamment nombreux et suffisamment avertis pour pouvoir, à un moment donné, bien négocier l'après-tempête. Parce qu'après la tempête, il y aura bien entendu une période assez compliquée. Et si nous avons suffisamment de citoyens qui sont armés intellectuellement, qui ont connaissance de choses, qui sont en capacité de se rendre compte de ce qui est bon pour le pays ou pas, eh ben nous pourrons avoir un avenir radieux avec des gens qui s'engagent, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu penses aussi que ça passe par l'indépendance financière, l'indépendance alimentaire, Ouais. l'indépendance Ouais. éducative, voilà, parce que je discutais avec une jeune femme qui a une association et qui m'expliquait qu'il mettait en place plusieurs solutions autour de plusieurs thématiques. Ouais. Et est-ce que tu penses que ce sera, et donc ils se regroupent en collectif, tu vois, partout sur tout le territoire, Ouais. et ils sont déjà très actifs, vraiment. Hein. Et est-ce que tu penses que ça passe aussi par là, en fait? Oui, ça retrouver c'est sa effectivement. souveraineté, est-ce que c'est aussi une manière aussi de faire face à la tempête? C'est une bonne question, Kate, par rapport à ça, parce que c'est déjà le cas. Tu me parles de cette dame avec ses collectifs. Les collectifs, moi, je n'ai jamais vu autant depuis que je fais la promotion de mes livres, depuis les Gilets jaunes, depuis la crise sanitaire. Il y a énormément de collectifs partout. Mais en fait, les collectifs ne sont que la meilleure expression de ce que je te parlais il y a quelques minutes. C'est-à-dire des gens qui veulent comprendre, des gens qui veulent s'engager. Et pas forcément en politique, mais qui veulent s'engager dans des mouvements citoyens. Donc, ces collectifs-là, c'est la meilleure expression qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de reprendre le pays en main sur les questions, bien sûr, d'éducation, sur les questions d'alimentation, de santé. Il y a beaucoup de collectifs de santé, de médecins qui ont été suspendus. On le sait. Moi, j'ai encore rencontré très récemment à Toulouse lors d'une conférence, même à Montréal, il y a des médecins français qui avaient été suspendus, qui sont là-bas. Donc oui, ces collectifs, ils participent à ce que je te dis là, ce renouveau. Finalement, des gens qui aujourd'hui se disent, c'est plus possible. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une assoce pas loin ou un collectif pas loin, et on va se réunir, on va discuter. Il y a ceux qui réécrivent la Constitution, il y a ceux qui font ci. Moi, je suis impressionné par ça, concrètement. Mais ça ne devra passer que par quand je dis une force politique, c'est pas une force politique partisane. Ça devra passer que par une force politique. Et surtout aussi, le préalable, c'est de sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, parce on va en parler. Mais il faut que ce pays retrouve sa totale indépendance. Et la totale indépendance, c'est couper les amarres avec le mondialisme, avec Bruxelles, avec l'OTAN. Ça ne veut pas dire de se recroqueviller sur soi-même, hein, comme j'entends chez nos adversaires qui disent oui, vous voulez vivre en autarcie. Non, on veut pas vivre en autarcie, mais on veut décider de la manière dont on vit. On veut décider avec qui on fait des échanges commerciaux. On veut décider avec qui on va avoir des accords, et on veut décider finalement pour nous seuls et pour nous-mêmes, nos frontières, notre économie, notre savoir-faire, notre artisanat, nos territoires, nos outre-mer. C'est en fait, on va décider tout seul de ce qu'on a envie de faire, et on discutera avec les gens avec qui on a envie de discuter. Les autres, on discutera pas, ou du moins on discutera autrement. Mais si pour un moment donné faire comme le coup franco-allemand, se retrouver à quatre pattes avec une combinaison en cuir avec une boule à facettes dans la bouche et être fouetté par Ursula von der Leyen, non, franchement, on va arrêter les conneries. Voilà. Donc je pense que tout ça passe par là, et que les collectifs, comme tu dis très justement, il y en a beaucoup. Moi, je suis impressionné par le nombre de collectifs qu'il y a en France, mais c'est hallucinant. Santé, démocratie, constitution et tout. Mais ça, c'est que la meilleure expression, qu'il y a quand même pas mal de gens qui aujourd'hui ont besoin de se parler, ont besoin de réfléchir ensemble, et déjà réfléchissent à l'après de ce pays. Voilà, tout simplement. Et ça prouve aussi qu'il y a beaucoup d'espoir aussi, même si la tempête arrive. Ouais. Ce serait bien de rappeler aussi aux citoyens, même si cette tempête arrive, faut finalement la prendre du bon côté. En fait, faut pas forcément la craindre, cette tempête. Elle est peut-être nécessaire au renouveau, je sais pas. Mais ben oui, mais enfin, comme je te dis, tu as raison. Je leur demande, moi, à ces gens, est-ce que vous pensez que ça va bien finir tout ça? Est-ce que vous pensez qu'en faisant encore les zigotos et les guignols, comme vous faites les zigotos et les guignols depuis des mois et des mois et des mois, est-ce que vous pensez franchement que ça va bien finir? Alors tu me citais tout à l'heure l'analyse de Natacha Polony, mais on voit bien, même sur les plateaux télé, je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui sont plutôt mainstream, plutôt en phase de rester, de garder l'oligarchie au pouvoir. Même eux, ils s'indignent sur les plateaux télé en disant, mais qu'est-ce que c'est ce cirque? Oui, c'est un cirque, mais ça devait arriver. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas sorti de nulle part. C'est une classe politique complètement inculte, qui n'a aucune épaisseur, pour la plupart. Alors, on va pas généraliser tout le monde, mais tout de même, quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui, franchement, on a quelques raisons aujourd'hui de critiquer cette caste politique. Bien entendu, qui ne réfléchit qu'à ses intérêts, parce qu'elle est là, le problème. Ce sont des gens qui ne réfléchissent qu'à leurs intérêts, qu'à leur petit couloir de parti, qu'à leur petite ligne de force politique, surtout pour récupérer ce qu'il y a à récupérer, c'est-à-dire les postes, les prébendes, et tout ça. Et voilà. Et ces gens ont enlevé de leur budget prévisionnel le peuple.
Voilà, ils ont enlevé leur budget prévisionnel de peuple et puis ils ont bien pris soin de ne plus demander notre avis parce que les référendums, il n'y a pas que Macron, hein, c'est depuis un certain temps et c'est depuis 2005, donc ça remonte un petit peu. Et je veux dire, je suis pas convaincu que toute la classe politique aurait envie de redonner la parole au peuple. Le peuple est intéressant qu'à la législative pour que nous votions pour l'un ou l'autre, mais par contre une fois qu'il y a plus d'élections, eh ben ces gens arrêtent pas de parler à notre nom et c'est comme si on leur filait un chèque en blanc pendant 5 ans. Eh ben non, en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, et je pense que tout le monde et la classe politique, pas que Macron, parce que Macron s'il fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce qu'il est bien aidé par l'opposition politique. À un moment donné, il n'y a pas Macron d'un côté et l'opposition politique de l'autre. On a cité plusieurs exemples de cette émission où des députés auraient pu lui voler dans les plumes constitutionnellement. Ils auraient pu le faire, ils auraient pu faire des blocages institutionnels, ils auraient très bien pu dire stop, ça suffit mais dans la mascarade. Ils ne l'ont pas fait, ils ont posé leur petit cul, ils ont voté, ils sont allés répondre à la télévision, ils sont allés sur BFM, ils sont allés sur LCI, sur CNews pour dire que c'était pas possible, c'était un scandale et tout, mais ils sont allés quand même voter et ils ont quand même encaissé leur indemnité à la fin du mois. Donc ces gens, c'est vraiment des clowns, c'est des clowns, voilà. Un dernier mot, Nicolas, si tu devais remotiver les troupes. Ben après, moi je pense qu'on vit, on vit une époque, vraiment intéressante, passionnante. Après, moi, comme je dis, je suis journaliste indépendant, je suis affilié à aucun parti politique, et ce qui m'intéresse, moi, c'est donner des grilles de lecture, donner de la matière pour réfléchir, tout simplement. Après, tu as cité, voilà, Philippe Murer ou d'autres qui eux sont partis dans un combat qui est le leur. Mais moi, j'ai envie de te dire que moi, j'ai mon boulot là-dedans, c'est de donner voilà des grilles de lecture et de pouvoir essayer de faire réfléchir les gens là-dessus parce que moi c'est ce qui m'anime en tant que journaliste, c'est de pouvoir faire réfléchir les gens sur ces questions-là et je continue à penser que voilà je joue ce rôle-là de journaliste indépendant et d'essayer de faire réfléchir les gens. Voilà, c'est mon boulot en tout cas. Merci beaucoup Nicolas et puis on retrouve la tempête qui vient sur ton site sur Putsch Média, c'est ça, sur le site internet. Oui, et sur Amazon, voilà, soit sur Putsch, soit sur Amazon. Il est disponible partout pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été mon invité, Nicolas. Et merci, Kate, bonne journée. Merci beaucoup. Merci.